19 décembre, année 796. Les gens du monde entier regardent le ciel nocturne avec consternation, les yeux écarquillés d'inquiétude. La lune là-haut est rouge sang et énorme, plus grande qu'ils ne l'ont jamais vue de leur vie, et qu'ils ne verront plus jamais car c'est le jour où la lune s'est approchée le plus près de la Terre et il faudra attendre 1100 ans plus tard pour que cela se reproduise. Le 4 janvier 1912, les habitants de la Terre ont été témoins d'un événement très similaire, une énorme lune rouge dans le ciel nocturne. À l'époque, on savait déjà que la superlune n'était qu'un phénomène naturel, mais tout de même, cela aurait pu être un mauvais présage pour le Titanic, qui 3 mois plus tard devait prendre la mer sans jamais atteindre sa destination. La lune affecte fortement les marées sur Terre. Sans notre satellite naturel, il n'y aurait pas de mouvement de marée sur la planète, et très probablement, la vie ne serait jamais apparue sans elle. Plus la Lune est proche de la Terre, plus les marées sont fortes à cause de la gravité croissante du satellite. En 1912, la Lune était si proche qu'elle a provoqué une forte agitation dans de nombreuses régions du monde et a même engendré la fracture de plusieurs glaciers du Groenland. Les énormes morceaux de glace qui se sont détachés des glaciers ont commencé à flotter vers le sud, portés par les courants océaniques. Ils étaient lents et menaçants, mettant en danger de nombreuses routes maritimes sur leur passage. Mais le pire, c'est qu'ils n'étaient pas seuls. La superlune est arrivée juste 6 minutes après une marée de printemps, l'alignement de la Lune, du Soleil et de la Terre qui fait que leur gravité combinée atteint son maximum 2 fois par mois. Et la veille, notre planète s'était rapprochée le plus près du Soleil pour cette année-là, ce qui a rendu la gravité encore plus forte. Ce mélange d'événements a créé les conditions parfaites pour l'une des marées les plus puissantes de l'histoire. Les icebergs qui se détachent des glaciers du Groenland ont tendance à dériver vers les eaux côtières du Labrador et du Terre-Neuve, où ils s'échouent souvent. Pour continuer, ils doivent soit fondre et devenir plus légers, soit attraper une marée haute qui les porterait plus loin. Et la marée de 1912 était aussi haute qu'il est possible de l'être. De nombreuses routes maritimes ont été déplacées vers le sud à cause d'une quantité anormale d'icebergs qui se sont dirigés du nord dans les mois qui ont suivi, mais pas le Titanic, que l'on disait insubmersible. Et de fait, le grand paquebot a d'abord traversé l'Atlantique rapidement et sûrement jusqu'à ce qu'il connaisse son horrible destin le 14 avril. L'abondance de glace dans l'Atlantique Nord n'était cependant pas une occasion si rare. Elle ne pouvait donc pas être la seule raison de l'accident. Les chercheurs ont prouvé que le Titanic avait reçu plusieurs avertissements d'icebergs solitaires et même de champs de glace de la part d'autres navires. Par exemple, à 21h40, le Mesaba, un paquebot qui passait non loin de là, a signalé au Titanic qu'un champ de glace se trouvait sur sa route. Bien que ce soit une obligation, le message n'a jamais été relayé sur le pont. Les opérateurs radio sans fil à bord du navire étaient occupés à envoyer les messages des passagers. La même chose s'est produite lorsque le Californian, qui se trouvait à environ 37 km à ce moment-là, a envoyé un autre avertissement de champ de glace. L'opérateur radio du Titanic a même grondé le Californian pour l'avoir interrompu. Pendant ce temps, il faisait nuit dehors et l'océan était inhabituellement calme. La surface presque plate de l'eau a rendu le travail de surveillance des icebergs devant eux plus difficile pour les vigies du Titanic. Lorsque les vagues s'écrasent contre un iceberg, leurs crêtes sont clairement visibles sur les eaux environnantes plus sombres. Mais lorsque la mer est calme, il n'y a rien à écraser. Ce qui a encore aggravé la situation, c'est que les jumelles étaient enfermées dans un coffre et que la clé avait été laissée sur le rivage par accident. Alors quand les guetteurs ont enfin remarqué l'iceberg, il était déjà trop tard. Un autre détail malheureux est que l'iceberg pourrait en fait avoir été ce qu'on appelle un iceberg noir. Si tu devais dessiner un iceberg, je parie qu'il s'agirait d'un gros morceau de glace blanc et imposant recouvert de neige. Mais ceux qui ont visité l'Antarctique savent que les icebergs existent dans des millions de teintes. Ils peuvent être multicolores, à motifs, rayés ou noirs. La glace dont est fait un iceberg peut être extrêmement pure, sans bulle d'air ni fissure. Dans ce cas, il n'y a rien pour disperser la lumière. L'iceberg l'absorbera entièrement et aura alors l'air noir. Ou un volcan en éruption peut recouvrir un glacier de cendres volcaniques. La glace qui se détache de ce glacier sera alors également de couleur foncée. Les icebergs lisses et d'un noir pur se forment lorsqu'un iceberg se retourne après que son sommet est fondu, ce qui modifie la répartition du poids. L'eau en dessous lisse la glace et il n'y a pas d'air pour former du givre dessus, donc le nouveau sommet absorbe la lumière et a l'air sombre. Les chercheurs sont à peu près sûrs que les actions de l'équipage qui ont suivi ont aussi accumulé les maladresses. Tout d'abord, le premier officier du Titanic a ordonné une manœuvre dite de portage à la vue de l'iceberg, mais il a aussi dit à l'équipage d'inverser les moteurs. La manœuvre consistait à faire tourner le navire d'abord à droite, puis vivement à gauche pour faire pivoter la coque et éviter le pire.
Si l'équipage n'avait pas fait cela, l'iceberg aurait pu déchirer tout le côté tribord ou droit du Titanic, le faisant chavirer et couler en quelques minutes. Mais l'ordre d'inverser les moteurs était probablement une erreur. De nombreux experts s'accordent à dire qu'une collision frontale avec l'iceberg à pleine vitesse aurait atténué les dommages subis par le navire, car la proue du Titanic était beaucoup plus solide que ses côtés, et même si elle avait été déchirée, moins de compartiments étanches auraient été endommagés et inondés, et le navire serait resté à flot. La vitesse aurait dû être réduite bien plus tôt lorsque les premières alertes concernant les champs de glace ont été reçues. Avec la moitié de la vitesse, les vigies du Titanic auraient pu remarquer l'iceberg à une plus grande distance et avertir les officiers beaucoup plus tôt. Et cela aurait permis de manœuvrer pour s'éloigner du danger bien à l'avance. Tu pourrais dire que le Titanic aurait dû simplement utiliser les freins et s'arrêter complètement au lieu de manœuvrer, mais il se trouve que les navires n'ont pas de freins. Dans une voiture, les plaquettes de frein serrent fermement les rotors des roues et causent beaucoup de friction, les empêchant essentiellement de bouger du tout. Et si les roues s'arrêtent, elles provoquent une friction avec la route, et plus de friction signifie moins de vitesse jusqu'à ce que la voiture finisse par s'arrêter. Mais cela ne fonctionne pas comme ça avec l'eau. Les bateaux se déplacent généralement soit par propulsion par jet d'eau, soit en utilisant des hélices. Si tu arrêtes simplement le jet ou l'hélice, cela ne suffira pas à stopper le navire. La puissance de l'inertie l'emmènera encore loin devant avant qu'il ne finisse par s'immobiliser. C'est pourquoi inverser les moteurs est la meilleure stratégie qui soit. Le courant ou l'hélice fonctionnera dans la direction opposée, ce qui arrêtera le navire. S'il n'est pas arrêté, alors bien sûr, il continuera à le pousser en arrière. Un autre problème, cependant, est que les navires, surtout les plus grands comme le Titanic, sont beaucoup plus lourds que n'importe quelle voiture ou même camion. Plus un objet est massif, plus il est difficile de le stopper. Donc même si le Titanic avait été un véhicule terrestre équipé de roues, l'arrêter complètement aurait pris des minutes. C'est aussi pourquoi, par exemple, les trains ne peuvent pas s'arrêter complètement en quelques secondes. Ils sont trop lourds et l'inertie des voitures derrière la locomotive les projetterait hors des rails, ce qui provoquerait une catastrophe. Lorsque le Titanic a envoyé un signal de détresse, plusieurs navires l'ont reçu et ont répondu. Mais ils étaient tous trop éloignés. Le plus proche s'est avéré être le Carpathia. Mais il lui a fallu 3 heures pour atteindre le paquebot en perdition et sauver les passagers survivants sur des canots de sauvetage. Mais un autre navire était beaucoup plus proche du lieu du crash et aurait pu être là en 1 heure, et pourtant il n'est jamais arrivé. Il s'agissait du Californian, le même paquebot qui avait déjà averti le Titanic de la présence d'un champ de glace. La radio sans fil du Californian avait été éteinte pour la nuit, empêchant donc l'équipage d'entendre l'appel de détresse. Mais le Titanic a rapidement commencé à lancer des fusées de signalisation et il n'y avait aucune probabilité que le Californian, à 30 km de là, ne les ait pas vus. Plus tard, au tribunal, l'équipage témoignera qu'il a bien vu les fusées, mais qu'il a aussi vu un navire à environ la moitié de la distance du Titanic et a pensé que c'était ce navire qui envoyait des signaux de détresse. Ils ont essayé de le contacter en utilisant une lampe de signalisation, mais le navire n'a pas répondu. Lorsque les fusées sont parties, l'équipage du Californian a réveillé le capitaine, mais il a ordonné de continuer à envoyer des signaux lumineux au lieu d'allumer la radio. Au final, cette décision a sans doute été fatale pour le Titanic. Les archives montrent qu'aucun autre navire ne s'est approché du Titanic cette nuit-là. Mais l'équipage du Californian était unanime pour dire qu'il avait vu un navire. De plus, certains passagers du Titanic ont aussi affirmé avoir vu un navire se diriger vers eux, bien qu'il n'ait jamais atteint le paquebot en perdition. Certains étaient même prêts à croire qu'il s'agissait d'un vaisseau fantôme, mais la vérité était probablement beaucoup plus simple. Il devait s'agir d'un bateau de braconnage. Dans ce cas, il aurait été logique qu'il garde un profil bas, et bien sûr, il n'y aurait eu aucune archive à son sujet. Une autre cause possible du crash est un mirage supérieur, un phénomène connu depuis l'époque des Vikings, mais qui n'a attiré l'attention du public qu'au début de 2021. Les mirages supérieurs apparaissent sur les eaux claires et calmes, lorsque l'air froid juste au-dessus de la surface est recouvert par des courants plus chauds. La lumière traverse ces couches de manière anormale, se réfractant de façon inhabituelle et crée un faux horizon. Grâce à cela, tu peux parfois voir des bateaux voler très haut au-dessus de l'eau au loin. Si cela est simplement curieux lorsque tu es sur Terre, cela peut provoquer des erreurs de navigation en mer. Ce phénomène est beaucoup plus fréquent dans les régions arctiques, au printemps, et c'est exactement l'endroit et le moment du voyage fatidique du Titanic. Encore une fois, la nuit de la collision était calme et claire, il n'y avait pas de lune, et les vigies avaient déjà bien assez de mal à distinguer leur environnement. Mais le mélange d'air de différentes températures a créé une bande brumeuse qui a joué avec leurs yeux et a rendu la visibilité encore plus mauvaise. Ils ne pouvaient pas distinguer la surface de la mer du ciel nocturne, et les icebergs restaient également cachés pendant bien trop longtemps. En raison des conditions calmes, les officiers supérieurs ont ordonné au Titanic d'aller presque à pleine vitesse malgré plusieurs avertissements de champs de glace autour et devant.
S'il avait navigué plus lentement, les vigies auraient peut-être remarqué l'iceberg assez tôt pour l'éviter. Mais en fait, lorsque l'iceberg s'est enfin révélé dans la brume, il était déjà trop tard pour le contourner. Le mirage pourrait aussi expliquer le manque d'action du Californian que j'ai mentionné plus tôt. Le faux horizon a pu faire en sorte que les vigies du Californian prennent l'énorme Titanic pour un navire beaucoup plus petit et beaucoup plus proche qu'il ne l'était en réalité. L'équipage n'a pas reconnu le navire et a essayé de le contacter avec la lampe de signalisation, et lorsque les fusées sont montées, la même brume les a fait paraître très basses au-dessus de l'horizon. Cela a provoqué une grande confusion à bord du Californian, et l'équipage ne savait tout simplement pas quoi faire. Les restes du Titanic reposent toujours au fond de l'Atlantique Nord. Des suggestions pour remonter le navire, brisé en 2 parties distinctes, ont été faites quelques jours après l'accident. Mais la technologie n'est pas assez avancée avant la deuxième moitié du XXe siècle. Les premières images de l'épave du Titanic ont été réalisées le 1er septembre 1985, lorsque l'Argo, un traîneau submersible de 5 mètres, est descendu à environ 4000 mètres de profondeur et a découvert les chaudières du Titanic. Des expéditions ultérieures ont permis de récupérer de petites parties du navire et même une grande section de sa coque. Les scientifiques qui ont inspecté les découvertes sont arrivés à la conclusion que la vraie raison du naufrage du Titanic n'était peut-être pas seulement la collision avec l'iceberg, mais aussi et surtout la fragilité de sa construction. Il n'y avait pas une énorme entaille sur la coque du navire, comme on l'avait d'abord pensé. Au lieu de cela, il y avait une série d'entailles plus petites et plus fines le long de la coque, ainsi que des joints séparés. Les chercheurs ont donc pensé que de l'acier de mauvaise qualité ou des rivets fragiles avaient été utilisés dans la production du paquebot. Pendant une bonne partie de la seconde moitié du XXe siècle, de nombreuses idées sur la façon de faire remonter le Titanic du fond de l'océan ont vu le jour. L'une des plus populaires était de soulever le navire avec de l'air comprimé. Il y a même eu un livre écrit à ce sujet, comme si cela s'était produit dans la réalité, mais aucune tentative de ce genre n'a été entreprise. Pour y parvenir, il aurait fallu plusieurs centaines de grands cylindres d'air comprimé. Comme l'air est plus léger que l'eau, les cylindres flotteraient à la surface, entraînant théoriquement le navire coulé avec eux. Mais les problèmes commenceraient dès que tu abaisserais les cylindres sous l'eau. Ils flotteraient immédiatement vers le haut. Il te faudrait attacher les cylindres avec des câbles et les descendre au fond à l'aide d'un puissant sous-marin. Et comme il y a littéralement des centaines de ces conteneurs, tu aurais probablement besoin de plusieurs dizaines de ces vaisseaux. Plusieurs voyages effectués par le même et unique sous-marin fonctionneraient aussi, mais laisser les cylindres au fond poserait un problème. Il faudrait les ancrer pour qu'ils ne flottent pas pendant que tu fais des allers-retours, en ramenant le reste du lot. Par ailleurs, la pression au fond est très élevée, alors les cylindres pourraient finir par éclater. L'onde de choc d'une explosion endommagerait probablement le reste des conteneurs, ce qui donnerait lieu à un boom géant. Plus le temps passe, plus le risque est élevé, alors l'opération devrait être aussi rapide que possible. Un autre moyen suggéré pour soulever le puissant paquebot était de l'envelopper dans du treillis métallique et de recouvrir le tout d'azote liquide. Le raisonnement était que la glace flotterait vers le haut, tout comme l'air pressurisé dans l'option précédente, emportant le navire avec lui à la surface. Cette idée a été rejetée car il s'est avéré impossible d'envelopper le vaisseau entier. Il faudrait d'une manière ou d'une autre soulever un peu le Titanic pour tapisser le treillis en dessous. Mais même si un miracle se produisait et que cela fonctionnait, il faudrait encore transporter et libérer des centaines de grands réservoirs d'azote liquide autour de l'épave. Mais la substance de congélation fonctionne différemment sous l'eau et à la surface. Quand il y a trop d'eau autour, ouvrir les réservoirs ne ferait que créer des bulles et donnerait l'impression qu'elle est en train de bouillir. L'azote liquide grésillerait et se dissiperait sans laisser de traces, te laissant avec des tonnes de treillis inutiles et des efforts tombés à l'eau. Et des aimants géants alors ? Un grand bateau de croisière équipé de plusieurs énormes plaques magnétiques s'approcherait des coordonnées de l'épave. D'abord, il faudrait attacher des câbles épais et très longs aux aimants. Rien que le poids de cet équipement serait énorme, mais supposons que c'est possible. Tu ferais descendre les aimants au fond de l'eau, ils descendraient et continueraient de descendre jusqu'à se coller à la coque en acier du navire. Le bateau de croisière recevrait le signal et tirerait. Et la première chose qui arriverait, c'est qu'un des aimants se détacherait de la coque parce que l'épave a été recouverte de coraux et de mousse. Ensuite, des parties du Titanic se détacheraient de l'épave et commenceraient à remonter. À ce stade, la mission serait déjà ratée. Tu voulais soulever le navire entier, non ? Mais même ainsi, le poids combiné des pièces du Titanic et la pression colossale de l'eau perturberait toute l'opération. Seules plusieurs pièces remonteraient à la surface et ce n'est pas acceptable.
Le plan le plus cher et le plus complexe pour remonter le Titanic était probablement celui qui consistait à extraire l'hydrogène et l'oxygène de l'eau de l'océan, pour les mettre ensuite dans les conteneurs spéciaux, qui seraient attachés au navire et remonteraient à la surface en remorquant le Titanic. Le seul problème de ce plan est que tu ne peux pas simplement mettre le Titanic sous vide jusqu'à ce que l'acte soit accompli. Pendant que l'eau autour et à l'intérieur du navire est filtrée, le reste de l'océan ne fait que remplir l'espace vacant. Donc le processus est futile dès le début. Et même s'il ne l'était pas, une machine capable d'effectuer un tel filtrage coûterait des milliards de dollars. La seule autre façon d'atteindre cet objectif serait de filtrer et de purifier l'ensemble de l'océan mondial, ce qui est bien sûr chose impossible. Peut-être qu'un crochet de chantier géant ferait l'affaire? Imagine que le navire remorqueur, le plus puissant du monde, soit équipé d'un crochet suffisamment grand pour soulever un paquebot de 52 000 tonnes des profondeurs de l'océan. Le premier défaut de ce plan est qu'un tel crochet pèserait lui-même environ 10 000 tonnes, ce qui s'ajouterait au poids déjà énorme du Titanic. Deuxièmement, il aurait besoin d'une chaîne ou d'un câble à la hauteur de sa taille, qui devrait mesurer au moins 4 000 mètres de long pour atteindre le navire. Ensuite, toute cette masse descendrait au fond et accrocherait d'une manière ou d'une autre le Titanic. Mais seulement une de ses parties, car le navire a été brisé en deux. Et enfin, même si tu réussis tout cela, la pression et la résistance de l'eau, ainsi que la tension exercée sur le navire détérioré, feraient que le navire se désagrégerait complètement. À un moment donné, la section accrochée se briserait en voyant la partie soulevée dégringoler dans l'abîme. Il a également été suggéré de faire exploser le Titanic pour que ses restes soient plus faciles à soulever. Mais cette idée a été rejetée sur le champ, car les chercheurs ne voulaient que le soulever dans son intégralité, pas en morceaux. Il perdrait simplement sa valeur scientifique et historique de toute façon. Parmi les moyens les plus fantastiques, il y avait l'idée d'utiliser des barils de cire chaude. Le principe était le même qu'avec l'air comprimé. La cire se solidifierait et remonterait à la surface, tirant le navire coulé vers le haut. Mais la triste vérité était que même si les barils étaient livrés avec succès au navire et décelés, la cire se solidifierait en un instant. Elle n'aurait tout simplement pas le temps de se répandre et de recouvrir l'intégralité du Titanic. Tout ce que tu verrais à la surface serait des centaines de morceaux de cire solide en forme de tonneaux. Il en va de même pour les balles de ping-pong. Remplies d'air, elles remonteraient bien à la surface, mais pas sous l'énorme pression du fond. Elles sont faites de plastique fin, qui serait écrabouillé en un rien de temps. Et si ces millions de balles étaient faites d'un matériau résistant à la pression, elles ne feraient toujours pas l'affaire. Les balles de ping-pong sont petites, donc la plupart d'entre elles glisseraient immédiatement dans les trous du navire, tandis que les autres seraient loin d'être suffisantes pour faire remonter un navire de 50 000 tonnes à la surface. La seule véritable tentative de remonter le Titanic a eu lieu en 1996 et elle a échoué de façon spectaculaire. L'expédition était cependant plus symbolique qu'autre chose, car ils n'ont pas essayé de soulever le navire entier, mais seulement une partie de sa coque, pesant environ 21 tonnes. Cela aurait quand même été la plus grande pièce à revoir la lumière du soleil, si l'opération avait réussi bien sûr. 4 grands sacs remplis de carburant diesel ont été descendus au fond de l'océan et attachés à la plaque de la coque. Puis ils ont été libérés et les sacs de carburant ont commencé à faire monter la pièce d'eux-mêmes. La plaque est remontée jusqu'à environ 60 mètres sous la surface. Lorsque le temps s'est dégradé, les membres de l'expédition ont décidé de remorquer la pièce vers des eaux plus calmes à environ 130 km de distance. Et même si quelque chose avait mal tourné, ils auraient pu soulever la plaque plus facilement de là. Mais bien avant qu'ils n'atteignent la destination du remorquage, la moitié de la plaque s'est détachée et a coulé à nouveau au fond. 2 des coussins de levage semblent s'être détachés, laissant la partie du vaisseau s'enfoncer. Malgré la présence d'un signal sonore installé sur la plaque, dont la batterie aurait duré 2 ans, aucune autre tentative n'a été faite pour récupérer la partie perdue. Mais la principale raison pour laquelle remonter le Titanic est pratiquement impossible est son niveau de détérioration. Après plus d'1 siècle sous l'eau, le navire a rouillé de toutes parts et est devenu très fragile. Le fait qu'il se soit brisé en deux en coulant n'aide pas non plus. L'eau s'est précipitée à l'intérieur en cascade, écrabouillant tout ce qui se trouvait à bord. L'état actuel du Titanic ne laisse aucun doute. Toute tentative de le remonter à la surface en un seul morceau sera vouée à l'échec, le navire s'émiettant à mi-hauteur tout au plus. Étant la plus grande catastrophe maritime de l'histoire moderne, le naufrage du Titanic a fait naître un certain nombre de mythes, de légendes et de spéculations sauvages. Certains disent par exemple que les survivants des canots de sauvetage ont été attaqués par des requins. À vrai dire, cela aurait pu se produire dans la réalité. Les grands requins blancs, les plus grands prédateurs de l'océan, habitent effectivement l'Atlantique Nord et parcourent parfois les eaux glacées. Mais la population des grands blancs était en déclin depuis des décennies.
À l'époque du naufrage, donc si l'un d'entre eux se trouvait autour du site le 14 avril 1912, il était seul et probablement effrayé par toute cette agitation. L'eau était remplie du bruit du métal qui se tordait, des gens en panique qui essayaient de monter dans les canaux de sauvetage et les rames de ces mêmes canaux qui éclaboussaient. Bien qu'il soit un chasseur redoutable, il ne resterait pas assez longtemps pour découvrir ce qui causait un tel vacarme. Le seul requin que les survivants auraient réellement pu apercevoir est le requin du Groenland. Cette bête rôde dans les eaux glaciales de l'Arctique et elle adore le froid, alors elle aurait pu être attirée par les odeurs de la cuisine du Titanic coulant au fond. Mais le requin du Groenland est une créature lente et sereine qui préfère attendre que sa proie vienne à elle plutôt que de la traquer activement. C'est aussi un animal qui vit en profondeur, ce qui signifie que même s'il était venu, personne ne l'aurait vu. Il serait resté trop profondément sous l'eau et loin de tous les soucis. Une autre théorie suggère que le Titanic était l'un des malheureux visiteurs du tristement célèbre triangle des Bermudes. Cette zone de l'océan Atlantique est entourée d'encore plus de mystères que l'accident du Titanic lui-même. De nombreux navires, avions et même sous-marins y ont disparu sans laisser de traces. Et certains disent que des bateaux fantômes y reviennent de temps en temps, parcourant les mers sans l'équipage et sans but précis. Bien qu'intéressant, cette théorie ne tient pas la route. Le Titanic ne s'est jamais approché du triangle des Bermudes. Le paquebot a coulé à environ 640 km au sud de Terre-Neuve, ce qui le place plus de 2 fois plus au nord des Bermudes, le point le plus septentrional de la zone tristement célèbre. Certains vont même jusqu'à dire que le Kraken, un monstre marin fantastique des profondeurs, a en fait attaqué et fait couler le Titanic. Il existe des preuves scientifiques de l'existence de calmars géants et les plus grandes espèces auraient même pu être assez grandes pour couler de petits navires dans les temps anciens. Mais aucun calmar trouvé jusqu'à présent n'a été assez grand pour pouvoir faire des dégâts sur un navire aussi titanesque que... le Titanic. Il est important de noter que les calamars géants deviennent si grands à cause du gigantisme abyssal, un phénomène qui ne se produit qu'à des grandes profondeurs, et le terme explique tout. Les calmars géants aiment rester dans les profondeurs et remontent rarement, voire jamais à la surface. Il y a plusieurs explications à cela, et l'une d'entre elles est la température froide. Plus il fait froid, plus le taux métabolique des organismes qui vivent dans un tel endroit est lent. Cela signifie qu'ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent et stocker cette nourriture pour plus tard, en la métabolisant lentement, parfois pendant des années. Cela permet aux créatures des profondeurs de grandir continuellement en taille, même sans aucune nourriture à portée de main. Elles vieillissent aussi plus lentement, ce qui signifie que leur durée de vie peut atteindre des centaines d'années. Les requins du Groenland, par exemple, sont connus pour vivre jusqu'à 400 ans au moins. Le manque de nourriture dans les profondeurs fait que les créatures des profondeurs grossissent aussi. L'augmentation de la taille de leur corps les aide à mieux stocker et distribuer la nourriture et l'énergie. Certains peuvent se gaver de la nourriture qu'ils ont réussi à trouver, distendre leur ventre au point de pouvoir à peine bouger, puis dériver lentement sans ressentir la moindre faim. Des corps plus petits signifieraient moins de temps pour un tel stockage et quand la nourriture est rare, on ne peut pas chasser souvent. Cela aide aussi qu'il y ait beaucoup moins de prédateurs dans les profondeurs. Des études ont montré que les baleines bleues, les plus gros animaux de la planète ayant jamais existé, ont réussi à évoluer pour être si grandes principalement parce qu'elles n'avaient aucun ennemi naturel pendant des millions d'années. Plus l'eau est profonde, plus il y a d'oxygène dissous, ce qui a une incidence sur la taille des créatures situées dans les profondeurs. Les créatures plus grandes ont plus de facilité à inhaler l'oxygène dissous dans l'eau. Les petites créatures auront probablement du mal à respirer dans les profondeurs. Cela expliquerait donc pourquoi plus tu descends, plus les calmars sont gros. Et aussi pourquoi un de ces invertébrés armés de tentacules n'aurait pas pu couler le Titanic. Les tabloïds ont aussi exploité l'histoire du paquebot insubmersible, bien sûr. L'un des développements les plus fantastiques était que certains survivants du crash qui n'avaient pas été retrouvés sur le site de l'épave étaient en fait en train de voyager dans le temps. Il y a eu des histoires étonnamment détaillées sur des personnes retrouvées 80 ans après la catastrophe, échouées dans les eaux du triangle des Bermudes. Bien sûr, ils ne savaient pas où ils étaient, ni quand ou comment ils étaient arrivés là, mais ils ont volontiers donné des interviews comme s'ils existaient vraiment. Il existe même un livre sur l'un de ces survivants qui a été retrouvé sur un bateau de sauvetage dans le triangle des Bermudes en 1990. Il suit l'histoire fictive d'une femme qui se trouve dans un monde complètement différent du sien et qui essaye d'y trouver sa place. Les histoires des vrais survivants du Titanic ne sont cependant pas moins passionnantes. La plus incroyable est probablement l'histoire de Violette Jessop, qui a été surnommée Miss Insubmersible. Sa saga a commencé des années avant l'accident du Titanic et s'est poursuivie longtemps après. Violette était l'aînée des 9 enfants et il était donc de son devoir de subvenir aux besoins de ses jeunes frères et sœurs au cas où
quelque chose arriverait à leurs parents. Et un jour, lorsque sa mère est tombée malade, elle a donc été obligée de prendre les rênes. Sa mère était hôtesse de bateau, alors Violette a décidé de suivre ses pas. En 1910, elle a décroché un emploi sur le paquebot le plus luxueux de l'époque, le Royal Mail Ship Olympique. La première année s'est déroulée calmement et Violette était satisfaite de son travail. Le dur travail sur le pont du navire du matin au soir ne l'effrayait pas. Elle aimait parler aux gens et appréciait les jolies vues sur l'Atlantique. Le 20 septembre 1911, Violette travaillait sur le pont comme d'habitude. La mer était calme et le temps était excellent. Rien ne présageait le pire. Le navire traversait le détroit de Solan qui sépare l'île de Wight du continent britannique. Mais à ce moment-là, le croiseur militaire britannique Hawke s'est retrouvé juste en face. Il aurait dû passer devant l'Olympique, mais quelque chose a mal tourné. Les navires se sont dirigés droit l'un vers l'autre. Le capitaine de l'Olympique a essayé de manœuvrer pour éviter la collision, mais il a échoué et a percuté l'Olympique. Boum! Le paquebot a tremblé et les gens ont hurlé de panique. Un énorme trou est apparu sur le tribord du paquebot. Violette est tombée sur le pont à cause de la force du coup. Heureusement, les deux navires sont restés à flot et personne n'a été blessé. La chance était du côté de Violette. Elle est retournée sur la terre ferme et a continué à chercher d'autres opportunités de travail, ignorant sa mauvaise expérience avec l'Olympique. Elle a obtenu plusieurs autres emplois jusqu'en avril 1912. Comme tu l'as peut-être deviné, Violette en a obtenu un sur le Titanic, le meilleur et le plus luxueux navire de l'époque et l'un des deux navires jumeaux de l'Olympique. Il est intéressant de noter qu'elle ne voulait pas travailler sur ce navire au début, mais ses amis l'ont persuadée. C'était considéré comme un emploi de rêve après tout. La croisière qu'elle allait faire rassemblait des dizaines de personnes riches et célèbres, et le salaire était très intéressant. Elle est montée à bord du Titanic le 10 avril, ne sachant rien de ce qui allait se passer seulement 4 jours plus tard. Lorsque la collision a eu lieu, Violette se reposait dans sa cabine et commençait à s'endormir. La secousse de la collision l'a presque arrachée de son lit. Elle a alors immédiatement été appelée sur le pont supérieur. Il n'y avait pas de panique à bord, personne ne croyait que le navire insubmersible pouvait réellement couler, même lorsque les 5 compartiments étanches se sont remplis d'eau, entraînant le Titanic vers sa perte imminente. Tout le monde était calme. Violette s'est trouvée être l'une des premières à monter dans un canot de sauvetage. On lui a ordonné de monter à l'intérieur pour montrer aux autres que c'était parfaitement sûr. Quand elle est montée à bord du bateau, elle a été suivie par une petite foule. Elle a assisté à la lente disparition du paquebot insubmersible depuis le canot de sauvetage et a attendu avec le reste des passagers que le Carpathia vienne les chercher 3 heures plus tard. Lorsque Violette est arrivée à New York à bord du navire de sauvetage, elle a encore une fois fait face à tous les obstacles, prouvant que son mental était inébranlable. Elle a continué à travailler en mer et 4 ans plus tard, le destin l'a rattrapée une fois de plus. Elle a obtenu un emploi sur le Britannique, un paquebot à vapeur modernisé, adapté comme navire hôpital dans la mer Égée. Et oui, c'était la 3e sœur de l'Olympique et du Titanic. Le 21 novembre, le navire a emprunté un itinéraire qu'il avait déjà parcouru plusieurs fois. Mais ce jour-là, il n'a pas eu de chance. Le Britannic a heurté une mine sous-marine. Violette a réussi à survivre au 3e naufrage de sa vie. L'explosion a secoué tout le navire, la jetant à terre, et l'énorme Britannic a rapidement commencé à couler. Il a fallu moins d'1 heure pour que le navire sombre. Violette n'a pas eu le temps de monter à bord d'un canot de sauvetage, alors elle a sauté par-dessus bord dans l'eau froide. De là, elle a nagé jusqu'au canot de sauvetage le plus proche et est montée à bord. Mais l'hélice bâbord du navire attirait inexorablement le canot et Violette a alors sauté à l'eau. Une fois dans l'eau, elle s'est cognée la tête contre la quille d'une embarcation. La seule chose qui l'a sauvée de la perte de conscience et lui a sans doute sauvé la vie était ses cheveux épais. Violette a fini par réussir à s'éloigner du moteur et a été récupérée par un autre bateau. Les 3 catastrophes auxquelles Violette a réussi à survivre ne l'ont pas arrêtée. Elle a continué à travailler sur des paquebots de croisière jusqu'en 1950. Elle a fait 2 fois le tour du monde sur le paquebot de luxe Belgeland. Heureusement, la série de mésaventures a pris fin et Violette Jessop n'a plus jamais fait naufrage. En 1950, elle a déménagé à Great Ashfield, dans le comté de Suffolk. Elle avait travaillé en mer pendant près de 42 ans. Satisfaite de sa carrière, elle s'est installée dans un grand cottage construit au XVIe siècle. Mais la renommée de ses 3 survies miraculeuses s'est répandue dans le monde et elle a été surnommée à juste titre Miss Insubmersible. Un autre survivant téméraire du Titanic ayant acquis une renommée mondiale s'appelle Richard Norris Williams, une légende du tennis suisse. À l'époque, c'était un joueur de tennis en herbe de 21 ans et un futur étudiant à Harvard. En 1912, il est monté à bord du Titanic accompagné de son père pour se rendre aux États-Unis afin d'étudier l'histoire et la géologie. Ils ont pris le train à Genève pour se rendre à Cherbourg en France où ils sont montés à bord du paquebot. En chemin, Williams a remarqué un visage familier dans l'un des wagons. C'était un autre joueur de tennis très respecté, Carl Baer.
À ce moment-là, ils se sont contentés de se faire un signe de tête en guise de salutation, sans se rendre compte que le destin était sur le point de les lier d'une manière tout à fait incroyable. Carl Baer avait 26 ans à l'époque. Il était déjà devenu célèbre dans le monde du tennis pour avoir représenté les États-Unis lors de la finale de la Coupe Davis en 1907. Mais Carl était à bord du Titanic pour une raison plus personnelle que Richard. Il était tombé amoureux de l'amie de sa sœur, Helen Newsome, et avait l'intention de l'épouser. Mais ce n'était pas si facile, sa famille n'était pas du tout favorable à leur relation. Hélène venait de l'Ohio, mais ses parents avaient décidé de l'emmener avec eux faire un long voyage en Europe afin de séparer le couple. Mais dès que Baer l'a appris, il a réorganisé son emploi du temps professionnel et a rejoint Hélène. Une fois l'aventure européenne terminée, ils allaient tous rentrer ensemble en Amérique sur le bateau insubmersible. Carl Baer et Richard Williams étaient tous deux des passagers de première classe et étaient logés sur le pont C ou pont Abri. Mais il n'y a pas vraiment eu de communication entre eux, chacun vaquant à ses propres occupations. Lorsque l'iceberg a été percuté, les gens ont reçu l'ordre de monter dans les canots de sauvetage. Carl ne voulait pas quitter l'amour de sa vie, Mademoiselle Newsome. Il est donc monté avec elle et ses parents sur le bateau de sauvetage numéro 5. C'est à ce moment-là que le destin de 2 joueurs de tennis a commencé à s'entremêler. À l'époque, les règles de priorité d'évacuation dictaient que les femmes et les enfants devaient partir en premier. Les hommes devaient occuper les derniers canots de sauvetage lorsque tous les autres passagers avaient été évacués du paquebot. Carl a alors rencontré Bruce Ismay sur le pont, qui était le directeur général de la White Star Line, la compagnie propriétaire du Titanic. Bruce a conseillé à tout le monde de monter dans un canot de sauvetage. Ainsi, Carl, qui était jeune et fort, pouvait être en charge de ramer pour éloigner le canot du paquebot. Mais les choses ont été moins simples pour Richard Williams. Son père et lui ont essayé d'aider autant de passagers que possible à monter dans les canots de sauvetage. Le bateau avait déjà commencé à couler et la plupart des bateaux n'étaient pas équilibrés. Alors les hommes devaient se tenir debout sur le bord et aider les passagers à entrer. Après avoir descendu le dernier bateau dans l'océan, ils ont commencé à se diriger vers le pont pour obtenir d'autres instructions. Mais alors qu'ils étaient sur le pont, l'un des entonnoirs géants s'est détaché, tombant dans la direction de Richard Williams et de son père. Dans une tentative ultime d'éviter l'objet, Richard a plongé dans l'eau glacée. L'entonnoir a heurté l'eau à proximité, le poussant encore plus loin. Il s'est finalement retrouvé accroché à l'un des canots de sauvetage. Il a passé un certain temps comme ça, à bout de souffle, et s'accrochant comme il pouvait. En puisant dans ses dernières forces, il a réussi à grimper à l'intérieur. Il y avait de l'eau dans le bateau, lui arrivant aux genoux. Il portait un épais manteau de fourrure et des chaussures qu'il a enlevées dès qu'il est sorti de l'eau. Il a été rejoint par quelques autres passagers aussi malheureux que lui. Ils ont dû rester dans le froid glacial pendant quelques heures jusqu'à ce qu'ils soient finalement embarqués dans un autre canot de sauvetage qui les a emmenés sur le Carpathia. Comme ils étaient restés assis dans l'eau, jusqu'aux genoux, pendant si longtemps, tous les survivants de ce canot de sauvetage avaient urgemment besoin de soins médicaux. Lorsque le médecin du Carpathia a regardé les jambes de Williams, il a été choqué. Elles étaient gravement gelées. Le seul moyen proposé par le docteur pour lui sauver la vie était d'amputer les 2 jambes à partir des genoux. Mais Williams a refusé. Par coïncidence, Carl Baer était lui aussi à bord et heureusement, il se portait bien. Il aidait les autres survivants. C'est à ce moment-là que les 2 légendes du tennis en devenir se sont enfin vraiment rencontrées. Richard Williams a dit que Carl Baer avait fait preuve d'une grande bienveillance à son égard. Il a trouvé le courage de commencer à faire ses premiers pas sur le pont du Carpathia. Il ne voulait pas que sa carrière de tennis soit avortée. Luttant contre l'angoisse et la douleur, il se levait toutes les 2 heures et marchait pour établir la circulation dans ses jambes. Le temps passait et l'état de santé de Williams s'améliorait. Après leur arrivée à New York, il a pris un peu de temps pour se rétablir complètement. Et 6 semaines plus tard, il était de retour au tennis, remportant même le championnat américain en double mixte la même année. Lorsque les tournois ont pris fin, il est finalement entré à Harvard et sa carrière de tennis a prospéré. En 1914 et 1916, il est devenu champion des États-Unis en simple. Et en 1924, il a remporté une médaille d'or olympique en double mixte, réussissant à l'obtenir même avec une cheville foulée. Il est devenu si célèbre au fil des années que les médias ont commencé à écrire des articles sur ses exploits sportifs dans le monde entier. La première fois que Baer et Williams se sont affrontés dans un match, c'était en 1912, peu de temps après leur expérience commune par le Titanic. Baer a été sacré champion de ce match et ce fut la première défaite de Richard Williams en Amérique. Après ce match, il a continué à s'entraîner et 2 ans plus tard, lors de la revanche, Williams a inversé les rôles et est devenu champion à son tour. Après avoir battu Baer en quart de finale, Williams a remporté son titre pour la toute première fois. Il est devenu l'un des meilleurs joueurs de tennis de son époque, remportant 5 fois la Coupe Davis, le double de Wimbledon et 2 fois les US nationales. Ces 2 légendes ont reçu une place dans le Hall of Fame du tennis international.
Mais si le tennis a occupé une grande place dans la vie des deux hommes, ça n'a pas été leur seul succès. Une fois leur carrière sportive terminée, ils sont tous deux devenus de remarquables financiers. Bear a abandonné sa carrière d'avocat et s'est intéressé à la banque. Williams a suivi un chemin similaire. Il est devenu banquier d'affaires et a été président de la Société historique de Pennsylvanie. Plusieurs années après l'incident, 2 livres sont sortis, relatant les histoires des 2 hommes sur le Titanic. Personne n'était au courant de leur rencontre ou de leur amitié. L'une des personnes les plus héroïques à bord du Titanic était Margaret Brown, communément appelée l'insubmersible Molly Brown. C'était une philanthrope américaine et au début de 1912, elle voyageait en France avec John Jacob Astor IV, qui allait lui aussi monter à bord du Titanic. Elle n'avait pas l'intention d'être sur ce bateau, mais pendant son séjour à Paris, Margaret a appris que son petit-fils aîné était gravement malade à Denver. Cela l'a poussée à acheter un billet pour le premier paquebot à se rendre aux États-Unis, qui se trouvait être le Titanic. Elle était passagère de première classe et est partie de Cherbourg en France. Alors que de nombreux passagers refusaient encore de croire que le navire insubmersible pouvait réellement couler, Margaret faisait partie des rares personnes qui voyaient la situation telle qu'elle était, une terrible catastrophe. Elle aidait l'équipage en guidant les passagers vers les canaux de sauvetage et en les aidant à monter à bord. L'équipage l'a exhortée à monter elle aussi à bord, mais elle a catégoriquement refusé et a continué à faire monter les autres en sécurité. Même si de nombreux canaux de sauvetage n'étaient pas entièrement chargés, c'est en partie grâce à Margaret Brown que de nombreuses vies ont été sauvées cette nuit-là. L'équipage a finalement réussi à la persuader de monter elle aussi dans un bateau et elle a été descendue sur les eaux froides de l'Atlantique Nord avec 27 autres personnes. Elle et ses compagnons survivants ont assisté au naufrage du Titanic depuis le bateau. Mais elle a été la seule à prendre elle-même une rame et a commencé à insister auprès du reste des personnes à bord pour retourner chercher d'autres survivants. Robert Hickens, l'intendant du Titanic, s'est ardemment opposé à cette décision. Il avait peur que s'ils se rapprochaient du navire, leur bateau soit pris dans un courant descendant créé par le paquebot en train de couler. Une autre raison était que les personnes dans l'eau pourraient se précipiter sur le bateau et le faire chavirer dans leur panique. Margaret était furieuse, elle a regardé Hickens dans les yeux et lui a dit qu'elle le jetterait par-dessus bord s'il ne retournait pas aider les personnes dans le besoin. Cependant, on ne sait toujours pas si elle a réussi à le persuader ou non au final. Une fois à bord du RMS Carpathia, Margaret a poursuivi ses efforts et a organisé un comité avec les passagers de première classe survivants. L'objectif était de s'assurer que les survivants de 2e et 3e classe avaient toutes les choses essentielles dont ils avaient besoin, et elle a elle-même donné des conseils aux gens. Son habileté à parler plusieurs langues étrangères l'a aidée à communiquer avec les passagers qui parlaient peu l'anglais, et elle a coordonné les efforts pour fournir des couvertures et des fournitures de base aux survivants. Plus tard, de nombreuses personnes ont témoigné leur gratitude à son égard pour son aide précieuse dans les moments les plus difficiles. Et même lorsque le Carpathia a ramené en toute sécurité les passagers survivants du Titanic à New York, Margaret a poursuivi son chemin et est devenue l'une des femmes dirigeantes les plus célèbres d'Amérique du XXe siècle. Elle a résolu à elle seule un conflit majeur dans le Colorado, puis a failli devenir sénatrice des États-Unis, mais a finalement écourté sa campagne pour aider là où l'aide était nécessaire. Elle a ensuite décidé de mener une vie plus tranquille et en 1932, elle est paisiblement décédée dans son sommeil. Il y a eu aussi un cas de sauvetage assez atypique grâce à une canne. En juillet 2019, cet objet a été vendu aux enchères à Rhode Island. D'après les témoignages et des documents, cette canne a sauvé un groupe de 27 passagers du Titanic à bord d'un canot de sauvetage. Grâce à une fonction unique de cette canne, une lampe torche intégrée. Au printemps 1912, Ella White, 55 ans, voyageait à travers l'Europe avec sa bonne amie Mary Grace Young, une professeure de piano de 36 ans. Au cours de leur aventure, Ella White s'est blessée au pied. À cause de cet accident, elle a dû se procurer une canne pour l'aider à se déplacer. Elle a décidé de se procurer un modèle de luxe avec un pommeau éclairé par une batterie, un choix qui allait lui sauver la vie un mois plus tard. Une fois leurs vacances européennes terminées, Madame White et Madame Young achetèrent des billets de première classe pour le RMS Titanic, partant pour New York le 10 avril 1912. Madame White voyageait aussi avec une femme de chambre, un domestique et quelques poules qu'elle et son amie avaient achetées en France. Malgré les somptueux services offerts aux passagers de première classe, Ella White et Mary Young n'ont presque pas quitté leur cabine, préférant la compagnie l'une de l'autre. La première fois que Madame White quitta sa chambre pour plus longtemps qu'un dîner, c'était la nuit du 14 avril, lorsque le Titanic a heurté l'iceberg. Accompagnée de son petit équipage personnel, elle quitta le confort de sa suite luxueuse et se rendit sur le pont supérieur. Une foule s'y était déjà rassemblée, attendant informations et instructions. Quelques instants plus tard, le capitaine Edward Smith annonça qu'il était temps d'enfiler les gilets de sauvetage et de monter dans les canots.
Il n'y eut pas de panique, les gens obéirent assez calmement et remplirent peu à peu les canots de sauvetage, simplement mécontents du désagrément. Le canot de sauvetage transportant Madame White, sa femme de chambre et Madame Young fut parmi les premiers à partir. Une fois suffisamment éloigné du navire, la catastrophe devint évidente. Le Titanic sombrait sous leurs yeux incrédules. Tous réalisèrent rapidement qu'ils ne pouvaient plus compter que sur eux-mêmes. La nuit était noire, calme et sans lune, et seul résonnait le doux clapotis des vagues contre les planches de l'embarcation. Pendant un moment, les survivants restèrent figés devant le spectacle de ce paquebot insubmersible, s'enfonçant lentement vers les abysses. Bientôt, ils réalisèrent qu'il leur fallait réagir. Ramer dans une direction aléatoire n'était pas une option. Ils avaient besoin de lumière pour guider leur chemin. Les passagers découvrirent avec horreur que les lampes installées à l'avant de leur canot de sauvetage étaient loin d'être suffisantes pour éclairer cette nuit d'encre. C'est alors que Madame White se souvint de sa canne et de sa lampe torche intégrée, parfaite dans cette situation et bien plus puissante que les lampes du bateau. Les 27 survivants du canot de sauvetage numéro 8 se mirent à ramer pour leur vie. Madame White éclairait la route avec sa canne lumineuse, telle une femme phare. Il faisait sombre, glacial et les eaux qui les entouraient étaient recouvertes de débris à leur surface. Mais ils continuèrent à avancer sans la moindre idée de la distance qui les séparait des secours. Finalement, fatigués et frigorifiés, les passagers du canot de sauvetage virent une lumière au loin. S'agissait-il d'un navire venant à leur secours? Et la White agita sa canne sans s'arrêter, leur dernière lueur d'espoir. Au bout de 45 minutes, les passagers du canot de sauvetage numéro 8 décidèrent de faire demi-tour dans l'espoir de sauver d'autres personnes. Après tout, leur bateau était l'un des premiers mis à l'eau, ne comptait que 27 personnes, alors qu'il pouvait facilement contenir 2 fois plus. Malgré cette décision héroïque, ils constatèrent à leur retour qu'il n'y avait malheureusement plus de bateaux ni de passagers à secourir. Le Titanic avait déjà sombré dans les profondeurs de l'océan Atlantique. Ils devaient maintenant s'inquiéter de leur propre survie. Madame White leur servant toujours de guide et de balise, ils ramèrent vers la lumière qu'ils avaient vue plus tôt. Il s'est avéré que c'était bien le RMS Carpathia. Ils furent secourus, frissonnants et épuisés à l'extrême, à 7h30 du matin, le 15 avril. Madame White, la dame courageuse qui éclaira la voie pour le canot de sauvetage, a vécu jusqu'en 1942. Elle est décédée à l'âge de 85 ans. La canne est restée dans la famille, conservée précieusement comme un artefact de grande valeur. Celui qui finit par la vendre aux enchères fut Brad Williams, un arrière-petit-neveu de Madame White. Il avait reçu la canne de sa mère. Pendant des années, elle a été conservée dans son porte-parapluie parmi les 35 autres cannes de sa collection. Mais il a finalement décidé que celle-ci méritait un foyer où elle serait honorée. Si l'on a beaucoup parlé du légendaire paquebot de croisière et des survivants de son accident, il y a un autre personnage impliqué dans cet événement qui a injustement été l'objet de peu d'attention. Et son histoire vaut certainement la peine d'être entendue. Tout a commencé en janvier 1912. Un morceau de glace géant s'est détaché d'un glacier dans le sud-ouest du Groenland. La glace était composée de neige tombée environ 100 000 ans avant l'événement, à l'époque où les mammouths gambadaient encore sur la planète. L'iceberg a commencé son voyage. Il était immense, plus de 520 mètres de long et 75 millions de tonnes. Et puis, pour on ne sait quelle raison, il a dérivé vers le sud, beaucoup plus loin que les autres icebergs. Sur les 15 000 à 30 000 icebergs qui se décrochent des glaciers du Groenland, seul 1% parvient à atteindre l'Atlantique. Les autres fondent ou restent coincés dans les eaux peu profondes en cours de route. Cet iceberg a aussi fondu après être resté si longtemps à l'air libre, mais il pesait tout de même 1,5 million de tonnes, un poids vraiment impressionnant. C'est presque 2 fois plus que le Golden Gate Bridge. La partie supérieure de l'iceberg surplombait la surface de l'océan de plus de 30 mètres. Et pourtant, si tu l'avais vu flottant à côté de ton paquebot, il aurait semblé inoffensif. Mais seulement du premier coup d'œil. La plus grande partie d'un iceberg est toujours cachée sous la surface. À peine 1/10 est habituellement visible au-dessus de l'eau. Et l'iceberg dont nous parlons ne faisait pas exception. Ainsi, la nuit du 14 avril, les vigies du Titanic ne pouvaient pas voir le rocher de glace au loin. Il n'y avait pas de clair de lune, et même dans ce cas, sa lumière se reflète mal sur la surface irrégulière de l'iceberg. Le puissant navire s'écrasa sur l'iceberg de tribord, laissant des entailles terrifiantes dans sa coque par lesquelles l'eau s'engouffra dans les compartiments étanches. 1, 2, 5. 5 compartiments furent remplis d'eau, scellant le destin du Titanic. Il avait été construit pour résister à l'inondation de 4 compartiments seulement. Et le reste appartient à l'histoire, mais pas pour l'iceberg. Le 15 avril, le paquebot allemand SS Prinz Adalbert naviguait dans l'Atlantique Nord. Il voyageait à quelques kilomètres de l'endroit où le Titanic avait coulé plusieurs heures auparavant. Le chef steward du navire allemand, qui n'avait pas encore appris la catastrophe, repéra un iceberg. Ce qui attira son attention, c'est une grande traînée de peinture rouge qui longeait la base de l'iceberg. Surpris, l'homme prit une photo de sa découverte.
Il pensa que la présence de la peinture signifiait qu'un bateau avait heurté l'iceberg au cours des 12 dernières heures. La personne suivante ayant vu le morceau de glace tristement célèbre et à l'avoir photographié était le capitaine d'un navire destiné à l'installation de câbles de télécommunication en haute mer. Le navire en question fut envoyé pour apporter son aide dans la zone où le Titanic avait coulé. Le capitaine a plus tard affirmé que l'iceberg qu'il avait vu était le seul dans les environs. En plus de la peinture rouge, il n'était pas difficile de faire le lien. L'une des photos prises ce jour-là a été vendue aux enchères en 2015, l'offre finale dépassant les 32 000 $. Et pourtant, au moins une personne a déclaré qu'il n'y avait aucun iceberg et que le Titanic avait coulé à cause d'une sorte de mystérieuse explosion. Vaginak Biurat, publicitaire arménien, de 25 ans, voyageait à bord du paquebot légendaire pour distribuer aux États-Unis des livres que son père et lui avaient publiés ensemble. Il partageait sa cabine avec 3 autres hommes, dont l'un est rapidement devenu son ami. La nuit du 14 avril, les hommes dormaient profondément quand quelque chose qui résonna comme une énorme explosion les réveilla. Bam! 2 d'entre eux furent projetés hors de leur couchette par une puissante secousse. Les hommes se rassemblèrent, se portèrent secours mutuellement et sortirent pour voir ce qu'il se passait. Ils découvrirent que l'équipage conduisait femmes et enfants dans les canots de sauvetage. Le bateau était en train de couler. Vaginak et son ami ont vite réalisé qu'ils pouvaient choisir de rester sur le navire et couler avec lui, ou bien sauter par-dessus bord pour espérer avoir une chance de survie. Sans trop hésiter, ils plongèrent, Vaginak n'emportant que son passeport et son argent dans un petit sac accroché à une ficelle autour de son cou. Les amis ont été instantanément séparés par une vague. Le publicitaire s'est retrouvé isolé. Ayant perdu son gilet de sauvetage, il luttait de toutes ses forces contre la mer glacée lorsqu'il heurta un bateau de sauvetage. Malheureusement, il était déjà bondé et malgré ses supplications, ses occupants ne l'ont pas laissé monter. Ses membres s'engourdissaient rapidement et il finit par perdre connaissance. Cela aurait pu être la fin de son histoire, mais il se réveilla à bord d'un autre bateau qui s'est avéré être le Carpathia. Le lendemain matin, le navire débarqua à New York. Encore très éprouvé par son calvaire, Vaginak fut emmené dans un hôpital. 12 jours plus tard, une femme entra dans la chambre et à travers ses larmes, elle articula avec peine. « Oh mon cher garçon !» Il se trouve que c'était elle qui avait sauvé Vaginak. Madame Astor avait une 50aine d'années. Elle révéla au jeune homme que le canot de sauvetage dans lequel il avait essayé de monter n'était pas finalement parti sans lui. Madame Astor avait raconté au marin que le jeune homme était son fils et qu'elle refusait de partir sans lui, ayant déjà perdu son mari sur le Titanic. Elle avait aussi gardé le passeport et l'argent de Vaginak et l'invita à lui rendre visite quand il se sentirait mieux. Après son rétablissement, Vaginak retrouva sa famille à Boston. Il récupéra même tous les livres qu'il avait prévu de vendre en Amérique, car il voyageait sur un autre bateau. Vaginak a vécu une longue vie et avec ses talents de conteur, il a souvent partagé son histoire. Étonnamment, il n'a jamais mentionné qu'un iceberg avait heurté le Titanic, parlant toujours d'une explosion. Si ce qu'il a dit est avéré, quelque chose a dû provoquer ce boom. Cela aurait pu venir d'un incendie, une théorie à laquelle un grand nombre de gens adhèrent, affirmant que du charbon brûlait dans la coque du navire. Ce feu aurait commencé bien avant le départ du navire, et il n'y avait tout simplement aucun moyen de l'éteindre. Le Titanic a dû partir avec l'incendie en cours, et les flammes ont tellement affaibli la coque qu'elle n'a pas pu survivre à sa collision avec l'iceberg. Les partisans de cette théorie considèrent comme preuve certaines photos du Titanic quittant les quais, une énorme marque sombre sur sa coque. Même si c'était une réalité, il n'est pas certain que l'incendie ait conduit à une explosion. Et les partisans de cette théorie ne nient pas la présence d'iceberg. Quant à ce qui s'est réellement passé, nous ne le saurons peut-être jamais.